On dit que les blessures les plus profondes naissent de l'amour le plus vif. Je n'aurais jamais pensé que la mienne viendrait avec les clés de la maison. Tu sais, ce moment où ton monde bascule? Quand le sol sous tes pieds disparaît? Je suis assise là, 3 mois plus tard, et j'entends encore le bruit de cette porte qui claque. Je sens encore le poids de ces clés enfoncées dans ma paume comme des pièces de monnaie sur les yeux d'une morte. Mais laissez-moi commencer par le début. Parce que cette histoire, mon histoire, mérite d'être racontée, n'est-ce pas? Marie n'était pas censée être la mienne. Elle avait 7 ans quand son père est mort. Mon frère. Le cancer l'a emporté lentement et méchamment, comme il aime apprendre les bons. Et elle était là, cette petite chose avec ses yeux et le menton têtu de sa mère, debout au bord de sa tombe dans une robe trop grande pour sa petite silhouette. Sa mère? Disparue avant que les fleurs funéraires ne fanent. Juste, disparue. Elle a laissé un mot sur le besoin de se retrouver et une adresse de réexpédition qui n'a rien donné. Marie est donc devenue mienne. Pas légalement, vous comprenez. Les tribunaux, eux, n'aiment pas beaucoup les femmes célibataires de 60 ans qui élèvent les enfants des autres. Mais l'amour n'a pas besoin de paperasse. L'amour a juste besoin de mains prêtes à serrer et de cœurs prêts à se briser. J'avais 62 ans. Elle en avait 7. Nous avons compris ensemble. Ces premières années avaient le goût du chocolat chaud les matins d'hiver et ressemblaient à de petites mains qui se tendent vers les miennes dans les endroits bondés. Marie était silencieuse, le genre de silence qui naît d'une perte trop précoce. Mais lentement, si lentement, elle a commencé à s'épanouir. Je me souviens de la première fois où elle m'a appelée maman. Nous faisions des crêpes mâles, de la farine partout, les 3 premières étaient réduites en cendres. Elle était debout sur une chaise à côté de moi, essayant d'en retourner une avec une concentration intense, la langue au coin des lèvres. Maman, dit-elle, si décontractée, si naturelle. Je crois que celle-ci ressemble à une carte. Mes mains se sont immobilisées. Le mot flottait entre nous comme un pont que j'avais peur de traverser. Ah bon? Murmurai-je. Oui. Une carte pour un endroit chaud. Et comme ça, j'ai eu une fille. La maison de la rue des Violettes n'était pas grande quand je l'ai achetée. Une petite maison en pierre avec un toit de tuiles rouges, comme dans les contes de fées. Mais elle était à nous. J'ai cumulé 3 emplois pour payer la compte. Je nettoyais des bureaux le soir, vendais du pain au marché du matin, raccommodais des vêtements pour les voisins. J'avais toujours les doigts irrités, toujours en mouvement, toujours en train de construire quelque chose de mieux pour Marie. Pièce après pièce, nous sommes rentrés chez nous. J'ai peint sa chambre en lavande parce qu'elle disait que c'était la couleur des rêves. J'ai construit des étagères pour ses livres de mes propres mains, même si la première série était de travers et qu'elle a dû en caler une extrémité avec un dictionnaire. La cuisine est devenue notre cœur. C'est là que nous faisions nos devoirs, sur la table en bois abîmé. C'est là que je lui ai appris à faire la bouillabaisse de ma grand-mère. Où elle me parlait de garçons, de chagrins d'amour et de rêves qui dépassaient les limites de notre petite ville. Le jardin, oh, le jardin était mon poème vers la permanence. Des roses devant le portail. Des tomates et des herbes aromatiques en rangées soignées. Un petit poirier qui a mis 5 ans à fructifier, mais qui nous a finalement donné les poires les plus sucrées que j'ai jamais goûtées. Marie a aidé à tout planter. Ses petites mains tapotaient la terre autour des semis, arrosées avec un bidon en plastique rouge qui était toujours à moitié vide à la fin, distraite par les papillons, les chats ou le son des cloches de l'église. Ceci sera là pour toujours, n'est-ce pas, maman? Demanda-t-elle un jour, la joue tachée de terre. Pour toujours, promis. Marie s'est épanouie en quelque chose de beau et de féroce. Elle était brillante à l'école, le genre de génie qui pousse les professeurs à se pencher en avant et à prêter attention. Les langues lui venaient facilement, le français, l'anglais, l'espagnol coulaient de sa bouche comme de la musique. Elle voulait étudier le commerce international, voulait voir le monde au-delà de notre petit coin de Provence. J'étais fière. Terrifiée, mais fière. L'université de Lyon l'a acceptée avec une bourse. Partielle, mais suffisante. J'ai vendu les bijoux de ma grand-mère pour couvrir le reste. Ces perles étaient dans notre famille depuis des générations, mais à quoi servent les perles comparées aux rêves? Je te rembourserai, promit Marie, debout dans notre cuisine avec sa lettre d'admission. Ne sois pas bête, dis-je, même si les mots lui coûtent plus cher qu'elle ne le pensait. C'est le propre des mères. Mais la distance change les choses. Marie rentrait de moins en moins souvent. Les appels téléphoniques étaient de plus en plus courts, plus pressés. Lorsqu'elle venait nous rendre visite, elle semblait agitée, comme si notre petite maison ne pouvait plus la contenir. Elle a obtenu son diplôme avec mention. Elle a décroché un emploi dans une entreprise internationale à Paris. Elle envoyait parfois de l'argent, mais jamais de lettres. Jamais d'histoire sur sa vie. Elle est occupée, ai-je dit aux voisins lorsqu'ils m'ont interrogée. Elle construit sa carrière. Mais seule dans ma cuisine, à préparer une soupe pour une personne, je me suis demandé si je ne l'avais pas trop bien élevée. Si l'amour pouvait être si complet, il se rendait inutile. C'est arrivé un mardi, le 15 avril.
Je m'en souviens parce que je plantais les légumes d'été, les mains profondément enfoncées dans la terre qui sentait la pluie et les possibilités. Maman? La voix de Marie, mais différente. Serrée. Forcée. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin de te voir. Je rentre ce week-end. Il faut qu'on parle. Un frisson me parcourut la poitrine. Marie, tu me fais peur. Que s'est-il passé? Juste. On peut parler quand j'arriverai? Il y a quelque chose dont je dois te parler. Elle est arrivée vendredi soir, au volant d'une voiture que je ne connaissais pas. Élégante. Chère. Le genre de voiture qui annonce l'arrivée. Marie paraissait plus vieille. Pas seulement les années, mais plus vieille à ses yeux. Son étreinte était performative, comme si elle cochait une case. Tu as l'air en forme, dit-elle, mais son regard se posait déjà sur la maison. Nous étions assis dans la cuisine. La même table où elle avait fait ses devoirs, où je lui avais appris à tresser du pain, où nous avions planifié son avenir autour d'innombrables tasses de thé. La maison paraît plus petite que dans mes souvenirs, dit-elle. Tu as grandi, répondis-je. Voilà ce qui arrive. Elle ne sourit pas. Maman, il faut que je te parle de ton avenir. Mon avenir. Pas le nôtre. Pas celui de la maison. Le mien. J'ai réfléchi, continua Marie, les mains à plat sur la table. Des mains d'homme d'affaires. Tu vieillis. 74 ans maintenant. Cette maison, c'est trop pour toi. Je me débrouille bien. Le toit a besoin de travaux. La plomberie est vieille. Et tu es toute seule ici. Et s'il arrivait quelque chose? La peur me parcourait l'échine. Pas la peur d'être seule, mais la peur de la tournure que prenait cette conversation. Que suggères-tu? Il y a une jolie résidence pour retraités à Nice. Je me suis renseignée. Ils ont des activités, des soins médicaux, des gens de ton âge. Tu ne serais plus isolée. Isolée. Le mot m'a frappé comme une claque. C'est chez moi, Marie. Je sais. Mais pense concrètement. La maison vaut pas mal maintenant. Le marché en Provence est en plein essor. On pourrait vendre, utiliser l'argent pour tes soins, et tu serais à l'aise pour le reste de ta vie. Nous, c'était là. Le mot qui révélait tout. Je ne veux pas vendre. Le visage de Marie se crispa. Ça ne se passait pas comme prévu. Maman, sois raisonnable. Tu ne peux pas rester ici éternellement. Et franchement, quand tu ne seras plus là, que se passera-t-il? Je ne peux pas entretenir une propriété en Provence depuis Paris. Elle resterait vide. Quand tu ne seras plus là. Pas si, quand. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Un bruit comme du vieux bois qui se fend. Marie, cette maison, nous l'avons construite ensemble. Chaque pièce recèle des souvenirs de ton enfance. Le jardin? Je n'ai plus 7 ans. Sa voix était sèche, impatiente. Je ne peux pas vivre dans le passé, et toi non plus. Le passé? Marie, ce n'est pas le passé. C'est ma vie. Mon présent. Ta quoi? Ta prison? Le silence qui a suivi était assourdissant. Nous n'avons rien résolu cette nuit-là. Marie dormait dans son ancienne chambre, mais en passant, je l'ai entendue au téléphone. Elle parlait à voix basse de la valeur de l'immobilier et de la situation. Samedi matin, elle était différente. Plus douce. Comme si elle avait répété une nouvelle approche. Maman, je suis désolée pour hier. Je ne me suis pas bien exprimée. Elle s'est assise à côté de moi à la table de la cuisine et a pris mes mains dans les siennes. Elles étaient douces, manucurées. Quand les mains de ma fille étaient-elles devenues si douces? Je m'inquiète pour toi. C'est tout. Je t'aime et je veux ce qu'il y a de mieux. Ce qui est le mieux pour qui? Elle a tressailli. Pour toi. Pour nous deux. Maman, et si on faisait un compromis? Un compromis comment? Et si tu me transférais la maison? Légalement. Comme ça, s'il t'arrive quelque chose, il n'y a pas de souci d'héritage, pas d'impôts, pas de complications. Mais tu peux vivre ici aussi longtemps que tu veux. Rien ne change du jour au lendemain. Rien ne change. Sauf tout. Marie, pourquoi céderais-je ma maison? Ne pas céder. Transférer. Par sécurité. La tienne et la mienne. Réfléchis, Y. Si tu tombes malade, si tu as besoin de soins, il pourrait y avoir des complications juridiques. Comme ça, c'est propre. Simple. Simple. Comme l'amour. Comme la confiance. Comme les promesses qu'on fait aux enfants dans les chambres lavandes. Et je peux rester ici? Aussi longtemps que je veux? Bien sûr. C'est toujours ta maison. Ça rend les choses plus faciles. Plus faciles pour qui? Mais c'était ma fille. La fille qui m'avait appelée « maman » devant des crêpes brûlées. La femme pour qui j'avais sacrifié des perles, à qui mes encouragements avaient fait pousser des ailes. Laisse-moi y réfléchir. Bien sûr. Mais maman, ne réfléchis pas trop longtemps. Ces choses-là, on les gère mieux quand on a les idées claires. Quand on a les idées claires. Une autre fissure dans ma poitrine. Marie est restée jusqu'au vendredi suivant. Une semaine entière dans notre maison, et chaque jour ressemblait à une audition. Elle était charmante.
prévenante. Elle a réparé le robinet qui coulait dans la salle de bain, nettoyé les fenêtres, et m'a même aidé à planter les fleurs de fin de printemps. Tu vois tout le travail qu'il faut faire ici? Disait-elle, mais doucement. C'est beaucoup pour une seule personne. Elle préparait des dîners élaborés qui détruisaient la cuisine, mais emplissaient la maison d'odeurs qui me rappelaient l'époque où elle apprenait, où l'effort comptait plus que les résultats. Tu te souviens quand tu m'as appris à faire de la ratatouille? Demandait-elle. Tu étais si patient. Le souvenir comme manipulation. La nostalgie comme négociation. Mais il y a eu d'autres moments aussi. Des moments où son masque est tombé. Comme lorsque la voisine, Madame Dubois, est passée avec les œufs de ses poules. Marie, quel plaisir de te voir. Ta maman parle de toi sans arrêt. Elle est si fière. Le sourire de Marie était parfait, mais son regard était calculateur. Elle regardait Madame Dubois comme si elle mesurait quelque chose. Maman exagère, dit Marie. Tu sais comment elle est. Comment elle est. Comme si j'étais un personnage dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Mercredi soir, Marie a apporté des papiers. Je les ai fait rédiger par mon avocat. Juste pour qu'ils soient prêts. Si tu décides d'aller de l'avant. Document de transfert de propriété. Dactylographié, officiel, n'attendant que les signatures. Tu les avais préparés avant de me le demander? Je voulais être efficace. Si on fait ça, pourquoi attendre? Pourquoi attendre, en effet? Ce soir-là, j'étais allongée dans mon lit et j'écoutais Marie passer des coups de fil. Sa voix résonnait à travers les vieux murs. Elle y réfléchit? Non, elle a besoin de plus de temps. Je sais, mais trop insister risque de se retourner contre elle. Oui, je comprends le calendrier. Calendrier pourquoi? Vendredi matin est arrivé trop tôt et pas assez tôt. Marie a chargé sa voiture de luxe avec l'efficacité de quelqu'un habitué au départ. Réfléchis à ce dont nous avons parlé, maman. Réfléchis vraiment. Pour notre bien à tous les deux. Marie, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Te souviens-tu du poirier? Combien de temps a-t-il mis à fructifier? Elle marqua une pause, une main sur la portière de sa voiture. Le poirier? Dans le jardin. Tu m'as aidé à le planter quand tu avais 8 ans. Tu as demandé s'il resterait là pour toujours. Maman, Tu ne te souviens pas. C'était il y a longtemps. Pas si longtemps. Elle est partie sans se retourner. De nouveau seule, j'ai erré dans ma maison comme un fantôme hantant sa propre vie. Chaque pièce murmurait l'enfance de Marie. Les marques de hauteur sur l'encadrement de la porte de la cuisine. La petite bosse dans le mur du couloir où elle avait écrasé son vélo en essayant de rentrer pendant un orage. Le jardin chantait au rythme de notre travail commun. Chaque plante était un souvenir, chaque fleur une promesse tenue. Mais ces mots résonnaient aussi. Quand on n'est plus là, on ne peut pas vivre dans le passé. Qu'est-ce qui est le mieux pour nous deux? Et si elle avait raison? Et si j'étais égoïste, que je m'accrochais à des pierres et du mortier alors que l'important était l'amour? Et si l'amour, c'était lâcher prise? Je l'ai appelé dimanche soir. Marie? Maman? As-tu décidé? Décidé. Sans réfléchir. Sans réfléchir. Décidé. Oui. Je vais signer les papiers. Son silence fut bref. Trop bref. C'est merveilleux. Je savais que tu comprendrais. Je peux venir le week-end prochain, et on s'occupera de tout. S'occuper de tout. Comme un problème à résoudre. Un détail à régler. Marie, tu me le promets? Je peux rester ici aussi longtemps que je veux? Bien sûr, maman. Rien ne change. Ce ne sont que des papiers. Que des papiers. Comme des actes de naissance, de décès et de mariage. Des papiers qui changent tout. Marie est arrivée avec un notaire. Un homme mince au regard bienveillant, qui semblait mal à l'aise avec toute cette procédure. Madame, comprenez-vous ce que vous signez? Me demanda-t-il doucement. Elle comprend, intervint Marie. Nous en avons discuté en détail. J'aimerais avoir des nouvelles de madame elle-même. J'ai regardé Marie. Elle souriait, mais il y avait quelque chose de dur dans ses yeux. Je comprends, dis-je. Je transfère la propriété de ma maison à ma fille. Et vous faites ça de votre plein gré? Personne ne vous met la pression? Le sourire de Marie s'est éclairci. Plus serré. Pas de pression, dis-je. C'est ce qu'il y a de mieux. Le meilleur pour qui? La signature a duré 20 minutes. 20 minutes pour donner 40 ans de ma vie. 20 minutes pour renoncer à chaque sacrifice, chaque goutte de sueur, chaque prière que j'avais murmurée pendant les mensualités de mon prêt immobilier. Marie a ouvert une bouteille de champagne après coup. Un truc cher. Comme si elle avait préparé une fête. À de nouveaux départs, a-t-elle trinqué? Nouveau départ. Le champagne avait le goût d'une fin. Le notaire est parti. Marie et moi étions assis dans le salon, entourés des fantômes de notre passé commun. Eh bien, dit Marie en posant son verre vide. C'est fait. Terminé. Au passé. Terminé. Marie, que se passe-t-il maintenant? Maintenant? Rien. Comme je l'ai dit, rien ne change. Mais quelque chose dans sa posture avait changé. Elle était assise différemment.
Comme si la chaise sur laquelle elle était assise lui appartenait. Parce que c'était le cas. En fait, maman, il y a une chose dont nous devons discuter. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Quelle chose? Marie se leva et alla à la fenêtre. Notre fenêtre. Ma fenêtre. Sa fenêtre maintenant. Cette maison a besoin d'importants travaux. La toiture, la plomberie, l'électricité. Ça va coûter cher. J'ai des économies, mais vos économies ne suffiront pas. Et honnêtement, ça n'a pas de sens financièrement de dépenser de l'argent pour des réparations alors que le plus intelligent serait de vendre. Vendre? Le mot m'a frappé comme un coup dur. Marie, tu as promis. Je t'ai promis que tu pourrais rester aussi longtemps que tu le voudrais. Mais je n'ai pas promis de me ruiner en entretenant une propriété qui n'est pas durable. Pas durable. Comme notre amour. Comme ma vie. Comme les promesses faites sur des crêpes brûlées et des poiriers plantés. Combien de temps me reste-t-il? La question m'échappa avant que je puisse l'arrêter. Marie se détourna de la fenêtre. Son visage était différent maintenant. Professionnel. Efficace. Assez longtemps. Quelques mois, peut-être. Le temps de trouver un endroit convenable. Convenable? Pas chez moi. Convenable? Marie, s'il te plaît. C'est ma maison. Notre maison. L'endroit où je t'ai élevé, ou nous. Où tu m'as élevé, oui. Et je t'en suis reconnaissante. Mais je n'ai plus 7 ans, maman. Et toi non plus. Nous devons toutes les deux grandir. Grandir. À 74 ans, j'avais besoin de grandir. Marie, tu me fais peur. Je suis réaliste. Quelque chose pour lequel tu n'as jamais été douée. Jamais douée. La femme qui avait cumulé 3 emplois, qui avait vendu les perles de sa grand-mère, qui avait planté des jardins, peint des pièces et construit une vie à partir de rien, pas douée pour le réalisme. Et si je refusais de partir? Le rire de Marie était froid. Étrange. Rien à voir avec l'enfant qui ricanait devant des étagères tordues. Refuser? Maman, c'est ma maison maintenant. Légalement. Officiellement. Si tu refuses de partir, c'est une intrusion. Une intrusion dans ma propre maison. Une intrusion dans ma propre vie. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. 40 ans de sang-froid prudent, de sacrifices patients, de paroles ravalées et de langue mordue. Marie, comment as-tu pu me faire ça? Faire quoi? Te garantir une sécurité? Gérer tes affaires de manière responsable? Mon Dieu, maman, parfois j'ai l'impression que tu veux être une victime. Vouloir être une victime. Victime? Marie, je t'ai tout donné. Tout. Ma maison, mes économies, ma vie. Personne ne te l'a demandé. Les mots ont explosé entre nous comme une bombe. Personne ne t'a demandé de m'accueillir. Personne ne t'a demandé de sacrifier tes perles ou d'avoir 3 boulots, ni rien de tout ça. C'était ton choix. Ton besoin d'être utile. Ne me mets pas ça sur le dos. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tout ce que je croyais savoir se réorganisa à cet instant. Chaque souvenir fut recadré, chaque sacrifice recontextualisé. Ton besoin d'être utile. Marie, tu avais 7 ans. Tu n'avais personne. Et tu avais 62 ans et tu étais seule. Qui sauvait vraiment qui? La cruauté de la situation me coupa le souffle. Sors de chez moi, murmurai-je. Pardon? Sors de chez moi. Le rire de Marie était sec, victorieux. Ta maison? Maman, on vient de signer les papiers. C'est ma maison maintenant. Et si quelqu'un a besoin de sortir? Elle ne termina pas sa phrase. Ce n'était pas nécessaire. Marie, s'il te plaît. Tu es ma fille. Non. Je ne l'ai jamais été. Tu n'es pas ma mère. Tu es la femme qui m'a accueillie quand personne d'autre ne l'aurait fait. Il y a une différence. Il y a une différence. Entre l'amour et le devoir. Entre le choix et l'obligation. Entre mère et gardienne. Je me suis levée, les jambes tremblantes. Combien de temps me reste-t-il? Pour faire mes valises? Le week-end devrait suffire. Tu n'as pas tant que ça. Le week-end. Pour emballer 74 ans de vie. Marie, où suis-je censée aller? Ce n'est plus mon problème. Ce n'est plus mon problème. La fille qui m'avait demandé un jour si le poirier serait là pour toujours me disait que mon avenir n'était pas son problème. J'ai besoin que tu partes maintenant, dit Marie. J'ai des appels à passer. Des appels professionnels. Pour des rénovations. Des rénovations. Elle avait déjà des projets. Depuis combien de temps planifiait-elle cela? Je suis allée dans ma chambre, sa chambre maintenant, et j'ai commencé à mettre des vêtements dans une valise, les mains qui tremblaient sans cesse. 40 ans de vie dans une valise. J'entendais Marie au téléphone dans la cuisine. Notre cuisine. Sa cuisine. Oui, elle a signé. Non, elle part ce week-end? Je sais, mais il fallait que ce soit fait proprement, sinon, complications juridiques. Complications juridiques. Voilà ce que j'étais devenue. Une complication juridique dans ma propre vie. Alors que je faisais mes valises, des souvenirs m'ont assailli. La peinture lavande sur les murs de la chambre de Marie. J'avais choisi cette couleur parce qu'elle disait que c'était la couleur des rêves.
Les étagères que j'avais construites étaient tordues, mais avec amour. Elle les avait conservées pendant des années, soutenues par ce dictionnaire. Le jardin où nous avions planté l'espoir en petites rangées, l'arrosant avec patience et foi. Tout cela appartient à quelqu'un d'autre maintenant. Tout cela transformé en obligation plutôt qu'en amour. Je me suis retrouvée dans la cuisine une dernière fois, à contempler la table en bois abîmée où nous avions partagé tant de repas, tant de conversations, tant de promesses. Marie était toujours au téléphone, mais elle m'a remarqué. « Je dois y aller », dit-elle au téléphone. « On finira ça demain. » On s'est regardé par-dessus l'étendue de tout ce qui avait été perdu. « Maman. » Ne. Ma voix était ferme maintenant. « Terminé. Ne m'appelle pas comme ça. Tu as été claire, je ne suis pas ta mère. Alors n'utilise pas ce mot. » Marie tressaillit. « Tu dramatises. Vraiment? Ou suis-je enfin réaliste? Tu as dit que je n'étais jamais douée pour ça. » J'ai pris ma valise et me suis dirigée vers la porte d'entrée de la maison que j'avais achetée à la sueur de mon front et à force de rêves. Marie? Oui. Quand le poirier fructifiera cet été, souviens-toi que tu as aidé à le planter. Souviens-toi qu'autrefois, tu croyais à l'éternité. Maman? Ne. Je m'appelle Elena. Si tu veux me parler, utilise mon nom. J'ai ouvert la porte de mon ancienne vie et suis entrée dans ce qui allait suivre. Derrière moi, j'ai entendu Marie murmurer. Elena, attends. Mais j'étais déjà partie. J'avançais déjà dans un monde où la maison était quelque chose que l'on portait en soi, pas quelque chose que l'on pouvait signer avec des signatures élégantes et des toasts au champagne. Avez-vous déjà été sans abri là où vous avez vécu toute votre vie? C'est une forme particulière d'invisibilité. Vous passez devant des magasins où l'on connaît votre visage, mais pas votre histoire. Vous vous asseyez sur des bancs où vous vous reposiez autrefois, transportant des provisions vers une maison qui n'est plus la vôtre. J'ai passé cette première nuit sur un banc du parc où j'emmenais Marie nourrir les canards. Le banc était froid. Les nuits d'avril en Provence peuvent encore être mordantes, et j'étais partie vêtue seulement d'un pull léger. Je n'avais pas pensé à prendre un manteau. Je n'avais pas pensé en avoir besoin. Vers minuit, un policier m'a trouvée. « Madame, vous ne pouvez pas dormir ici. Où puis-je dormir ?» Il avait l'air mal à l'aise. Les vieilles femmes ne sont pas censées poser de problème. Il y a un refuge. Pour les femmes. Ce n'est pas l'idéal, mais il fait chaud. Pas l'idéal. Comme ma vie était devenue. Le refuge pour femmes de la rue de la République sentait le désinfectant industriel et les promesses non tenues. L'employé d'accueil était gentil mais fatigué. Elle avait déjà entendu des histoires comme la mienne. Situation familiale? Demanda-t-elle, un stylo posé sur des papiers. Situation familiale? Corrigez-je. Même différence, d'habitude. Même différence. Entre violence et abandon. Entre les bleus qu'on voit et les blessures qu'on ne voit pas. Ma colocataire s'appelait Sylvie. 68 ans, cheveux gris coupés courts, yeux qui avaient trop vu. « Quelle est ton histoire ?» demanda-t-elle tandis que je préparais le petit lit qui allait me servir de lit. Ma fille a pris ma maison. Légalement? Légalement. Sylvie hocha la tête comme si c'était parfaitement logique. Mon fils. Il m'a convaincu de mettre l'appartement à son nom pour les impôts. Un mois plus tard, j'étais à la rue. Sa femme ne m'a jamais aimé. Depuis combien de temps es-tu ici? 6 mois. Toi? 6 heures. Sylvie rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. Tu apprendras. Le système n'est pas conçu pour des gens comme nous. Trop vieux pour tout recommencer, trop fier pour mendier. Trop vieux pour tout recommencer. Était-ce vrai? 74 ans, était-ce trop tard pour un nouveau départ? Cette première nuit au refuge, je suis restée éveillée, écoutant la douleur des femmes. Des pleurs. De la toux. Quelqu'un faisait des cauchemars. Quelqu'un d'autre priait dans une langue que je ne reconnaissais pas. C'est là que l'amour menait. C'est là que la confiance finissait. Dans un lit étroit, dans une pièce pleine d'inconnus, entourée des débris des trahisons des autres. Le matin au refuge arrivait trop tôt et pas assez tôt. Du café qui avait le goût de l'eau. Du pain qui ressemblait à du carton. Des conversations à voix basse, car la honte n'aime pas s'annoncer. J'ai décidé de marcher. Pas de destination, juste du mouvement. Tout pour ne pas être plongé dans mes pensées. Les rues de ma ville semblaient différentes maintenant. J'ai remarqué des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Combien de portes pouvaient accueillir une personne endormie? Combien de magasins n'avaient pas de panneaux indiquant qu'il y avait du monde? Comment les gens vous regardaient à travers quand vous portiez votre vie dans un sac en plastique? Je me suis retrouvée devant la boulangerie où j'achetais les viennoiseries préférées de Marie quand elle rentrait de l'université. Madame Bernard, la propriétaire, installait l'étalage du matin. Elena. Quelle surprise. Comment vas-tu, ma chérie? Bien, ai-je menti? Je marche juste. Et Marie? Comment va-t-elle? Marie. Toujours Marie. Elle est occupée. Ah, les enfants. Ils grandissent si vite. Un jour, tu es tout pour eux, le lendemain, ils appellent à peine. Appellent à peine.
Que serait Marie pour les gens maintenant? Quelle histoire raconterait-elle sur ma disparition? Je passais devant l'école primaire quand j'ai entendu une voix m'appeler. Grand-mère Helena? Je me suis retournée et j'ai vu une jeune femme s'approcher. La vingtaine, cheveux noirs, regard familier. Lise, la fille de Marie. Ma petite nièce. La petite fille que j'avais vue peut-être 6 fois en 22 ans. Grand-mère, que fais-tu ici? Avec une valise? Lise. La fille de Marie, issue d'une relation qui s'était mal terminée quand elle avait 3 ans. Une autre histoire d'abandon dans notre histoire familiale. Je suis, chez des amis. Lise a étudié mon visage avec une intelligence qui m'a rappelé Marie à cet âge-là. Avant que le monde ne lui apprenne que l'amour était un levier. Grand-mère, ça va? On dirait. De quoi ai-je l'air? On dirait que tu as pleuré. Quelque chose dans l'inquiétude directe de Lise a brisé mon calme prudent. Assise sur un banc devant l'école où Marie avait été élève, j'ai tout raconté à Lise. La maison. Le transfert. La trahison. Le refuge. Lise écoutait sans interrompre, son visage devenant de plus en plus horrifié à chaque détail. Elle t'a jeté dehors? Maman t'a jeté de chez toi? C'est sa maison maintenant. Légalement. Légalement ne justifie pas. La voix de Lise était féroce. Grand-mère, c'est horrible. Où loges-tu? Il y a un refuge? Non. Lise se leva, son jeune visage figé par la détermination. Non, absolument pas. Tu rentres à la maison avec moi. Lise, je ne peux pas m'imposer. Imposer? Grand-mère, tu es de la famille. Une vraie famille. Pas la version tordue de la famille qu'est devenue maman. Une vraie famille. Ces mots semblaient comme de l'eau dans un désert. L'appartement de Lise était minuscule. Un studio au 4e étage d'un immeuble qui avait connu des décennies meilleures. Mais il était propre et lumineux, rempli de plantes, de livres et du genre de désordre qui vient d'une vie bien remplie. Ce n'est pas grand-chose, dit Lise en posant ma valise près de la fenêtre. Mais elle est à moi. Et maintenant, elle est à toi aussi, aussi longtemps que tu en auras besoin. Aussi longtemps que tu en auras besoin. Quand m'a-t-on dit ces mots pour la dernière fois? Lise, pourquoi fais-tu ça? Elle m'a regardé comme si la question n'avait aucun sens. Parce que tu es ma grand-mère. Parce qu'on ne rejette pas les gens qu'on aime. Parce que quelqu'un dans cette famille doit se comporter comme un membre de la famille. Quelqu'un dans cette famille doit se comporter comme un membre de la famille. Ce soir-là, Lise a préparé le dîner. Des pâtes aux légumes du marché, du vin d'une bouteille qu'elle gardait pour un événement spécial. Est-ce assez spécial? Demanda-t-elle en levant son verre. Qu'est-ce qu'on fête? Se retrouver. Survivre aux conneries de maman. À vous de choisir. Survivre aux conneries de maman. Des mots si simples pour une douleur si complexe. Au cours du dîner, Lise m'a raconté sa vie. Des études universitaires en travail social. Un travail à temps partiel dans un centre communautaire. Rêve d'aider les familles à rester ensemble. Maman n'a jamais voulu que je te rende visite, dit Lise. Elle avait toujours des excuses. Tu étais occupée, malade ou en voyage. Je l'ai cru jusqu'à ce que je grandisse et que je réalise qu'elle mentait. Pourquoi mentirait-elle? Parce que tu représentais quelque chose qu'elle voulait oublier. Son enfance. Sa dépendance. Le fait que quelqu'un d'autre l'ait élevée avec plus d'amour que sa mère biologique n'en a jamais montré. Plus d'amour que sa mère biologique n'en a jamais montré. Était-ce vrai? Marie avait-elle ressenti de l'amertume envers l'amour que je lui avais donné, car il mettait en lumière ce qu'elle n'avait jamais reçu de sa vraie mère? Grand-mère, puis-je te demander quelque chose? N'importe quoi. Pourquoi as-tu cédé la maison? La question que j'évitais, même intérieurement. Parce que c'est ma fille. Parce que je pensais que l'amour signifiait lui faire confiance. Parce que j'avais peur d'être seule. Et maintenant? Maintenant, je suis seule. Sauf que je ne le suis pas, parce que tu es là. Lise tendit la main par-dessus la petite table et prit ma main burinée dans la sienne. Tu n'es pas seule. Et grand-mère? On va se battre. Ce que maman a fait, ce n'est pas seulement moralement mal. C'est peut-être aussi légalement mal. Légalement mal. L'espoir est une chose dangereuse. Il vous fait croire en la justice alors que l'expérience vous a appris le contraire. Mais assise dans le petit appartement de Lise, entourée de sa loyauté farouche et de sa générosité sans bornes, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. J'avais envie de riposter. Lise a trouvé l'avocate grâce à son travail au centre communautaire. Maître Rousseau, une femme d'une 50aine d'années spécialisée dans la maltraitance des personnes âgées et la manipulation familiale. Son bureau était petit mais bien rangé. Les murs étaient tapissés de livres de droit et de certificats. Une fenêtre donnait sur une rue animée où la vie continuait malgré les drames juridiques qui se jouaient à huis clos. Dites-moi ce qui s'est passé, dit Maître Rousseau, la plume prête. J'ai donc recommencé l'histoire. À chaque fois, c'était moins douloureux et plus révélateur. La lente manipulation. L'urgence soudaine. Les documents préparés. La trahison. Madame, ce que vous décrivez ressemble à de l'abus d'influence. De la manipulation émotionnelle. Peut-être une fausse déclaration frauduleuse.
Que signifie? Que signifie votre fille? Un crime. Marie, ma Marie, une criminelle. Le défi, poursuivit maître Rousseau, est de le prouver. Nous devons établir un schéma de manipulation, de coercition et de fausse déclaration des faits. Avez-vous des témoins? Les personnes qui ont observé le comportement de votre fille? Les témoins. Les voisins qui avaient observé Marie mesurer notre propriété du regard. Madame Dubois qui avait remarqué la façon dont Marie parlait de moi. Le notaire qui semblait mal à l'aise. Je pense que oui. Bien. Nous devrons également documenter votre état mental. Montrer que vous étiez compétente lorsque vous avez signé, mais sous la contrainte. Connaissez-vous quelqu'un qui puisse témoigner de votre acuité mentale? Acuité mentale. Comme un test que je devais réussir pour mériter justice. Mon médecin. Le pharmacien qui me connaît depuis 20 ans. La femme au marché où je fais mes courses. Excellent. Madame, je tiens à être claire, ce ne sera pas facile. Les affaires familiales impliquant des transferts de propriété sont complexes. Mais ce qui vous est arrivé n'est pas rare, et les juges sont de plus en plus conscients des abus financiers envers les personnes âgées. Abus financiers envers les personnes âgées. Mot clinique pour la trahison la plus profonde imaginable. Quelles sont nos chances? Maître Rousseau a soigneusement examiné la question. Si nous pouvons prouver une influence indue, le tribunal pourrait annuler entièrement le transfert. Plus probablement, il ordonnera une indemnisation. 50% de la valeur de la propriété, peut-être. De quoi vous permettre de repartir dignement. Dignité. J'avais oublié ce que ça faisait. Que faisons-nous en premier? Nous rassemblons des preuves. Nous documentons tout. Et madame? Oui, on se bat. Parce que ce qui t'est arrivé ne devrait jamais arriver à personne. Ne devrait jamais arriver à personne. Mais c'est le cas. Tous les jours. Dans les familles où l'amour devient un levier et la confiance une arme. La seule question est de savoir si nous ripostons ou si nous les laissons gagner. Réunir des témoins, c'était comme fouiller ma propre vie. Madame Dubois se souvenait de tout. Votre fille, elle regardait votre maison comme si elle la redécorait déjà. Elle m'a posé des questions sur la valeur immobilière. Elle semblait plus intéressée par le marché que par vous. Le marché que par vous. Monsieur Pascal, qui habitait en face, avait ses propres observations. Elle a mesuré le jardin de devant avec ses pas. Elle a pris des photos du toit. J'ai trouvé ça bizarre. Pourquoi photographier la maison de votre enfance si vous n'avez pas l'intention de la vendre? Si vous n'avez pas l'intention de la vendre. La préméditation devenait évidente. Même le notaire était prêt à témoigner. Votre fille a précipité les choses. Elle avait fait préparer les documents avant que vous n'acceptiez. Je n'arrêtais pas de vous interrompre quand j'essayais de vous en expliquer les implications. En 40 ans de pratique, j'ai appris à reconnaître la coercition. La coercition. Un mot si propre pour une manipulation si sale. Le docteur Lambert, mon médecin pendant 15 ans, était peut-être le témoin le plus important. Helena, vos facultés mentales sont parfaitement intactes. Meilleures que celles de beaucoup de personnes 2 fois plus jeunes que vous. Si quelqu'un vous a convaincu de céder votre maison, ce n'était pas par incompétence. C'était parce que vous lui faisiez confiance. Parce que vous lui faisiez confiance. La confiance comme vulnérabilité. L'amour comme faiblesse. Se préparer au tribunal signifiait revivre chaque instant de trahison, mais cette fois avec détermination. Lise m'a aidé à organiser mes documents, à chronométrer les événements, à m'entraîner à témoigner. Son petit appartement est devenu notre cellule de crise, couvert de papiers, de photos et de preuves d'une vie volée. Grand-mère, regardez ça. Lise brandissait une photo de la remise de diplôme universitaire de Marie. Nous étions là, bras dessus bras dessous, toutes deux souriantes. Marie tenant son diplôme, moi tenant ses fleurs. Elle t'aimait à l'époque, dit doucement Lise. Vraiment? Ou aimait-elle ce que je pouvais lui apporter? Est-ce important maintenant? Est-ce important? La distinction entre amour et utilité, entre affection sincère et attachement stratégique? Peut-être pas pour l'affaire. Mais pour moi, c'était primordial. Maître Rousseau a déposé la requête en annulation du transfert de propriété pour influence indue et maltraitance envers les personnes âgées. La réponse de Marie est parvenue par l'intermédiaire de son propre avocat. Papeterie coûteuse, langage froid, déni total. Ma cliente nie catégoriquement tout acte répréhensible. Le transfert de propriété était légitime, volontaire et effectué sous un contrôle juridique approprié. Madame Helena Garcia est une adulte compétente qui a pris une décision raisonnée concernant sa planification successorale. Décision raisonnée. Comme si la raison avait quelque chose à voir avec l'amour manipulé et la confiance trahie. L'audience préliminaire a été fixée au 15 juin. 2 mois pour se préparer. 2 mois pour passer du statut de victime à celui de survivante, puis de combattante. Êtes-vous prête pour ça? A demandé Lise la veille du dépôt de notre requête. Prête à me battre contre ma propre fille au tribunal? Non. Prête à cesser d'être sa victime? Oui. Cesser d'être sa victime. La décision la plus importante que j'ai prise en 74 ans.
En attendant les dates d'audience et les procédures judiciaires, Lise m'a suggéré de commencer à écrire. Écrire quoi? Tout. Votre histoire. Vos sentiments. Ce qui s'est passé, ce que cela signifiait, ce que vous voulez que les gens sachent. Qui voudrait lire ça? Vous le feriez. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que c'est suffisant. Alors j'ai commencé à écrire. D'abord dans le carnet de Lise avec un stylo à billes. Puis sur son ordinateur portable, à chercher et à tapoter les touches avec des doigts plus habitués à la terre qu'au clavier. J'ai écrit sur les premiers jours avec Marie. La joie et la terreur d'une maternité soudaine à 62 ans. La façon dont l'amour peut vous surprendre quand on ne le cherche pas. J'ai écrit sur la maison. Chaque pièce, chaque réparation, chaque souvenir gravé dans ses murs, tels des mots d'amour adressés à l'avenir. J'ai écrit sur la trahison. Ce que l'on ressent lorsque la personne qui connaît nos vulnérabilités les utilise comme des armes. Comment la confiance, une fois brisée, laisse des blessures qui ne guérissent jamais complètement. Mais surtout, j'ai écrit sur la survie. Sur la découverte qu'on peut tout perdre et rester quelqu'un. Que la maison est quelque chose qu'on porte en soi, pas quelque chose qu'on peut voler avec des signatures et des documents juridiques. L'écriture est devenue ma prière, ma thérapie, ma rébellion. Chaque mot était la preuve que j'existais encore. Que mon histoire comptait. Que l'amour donné librement n'était jamais gaspillé, même trahi. Lise me retrouvait à sa petite table au petit matin, entourée des pages de ma vie transformées en mots. De quoi parles-tu aujourd'hui, grand-mère? Aujourd'hui, j'écris sur le pardon. Le pardon? Pour maman? Pour moi-même. D'avoir été assez naïve pour croire qu'aimer quelqu'un garantissait qu'il vous aimerait en retour de la même manière. 3 semaines avant notre audience, Marie a appelé. Lise a répondu. Sa voix est devenue froide immédiatement. C'est maman, m'a-t-elle dit, passe-moi le téléphone. Elle veut te parler. Après 2 mois de silence, Marie voulait parler. Bonjour Marie. Maman, Elena. Comment vas-tu? Comment étais-je? Sans abri à cause de sa trahison, me battre contre elle au tribunal, apprendre à reconstruire ma vie à 74 ans. Je survis. Bien. C'est bien. Écoute, j'appelle parce que cette situation juridique est devenue incontrôlable. Situation juridique. Pas ce que je t'ai fait, ou la façon dont je t'ai trahi. Une situation juridique. C'est ça? Oui. Les avocats, les dates d'audience, tout ce drame. C'est inutile. Un drame inutile. Comme si se battre pour sa vie volée était un inconvénient. Que veux-tu, Marie? Je veux régler ça. En privé. Sans tribunaux, sans juge et sans embarras public. Honte publique. C'est ce qu'elle craignait. Ni la justice, ni les conséquences. L'embarras. Quel genre d'arrangement? Je te donnerai de l'argent. Assez pour louer un bel appartement, peut-être même acheter un petit chez toi. Tu pourras vivre confortablement, et nous pourrons tous les deux avancer. Avancer. Du vol. De la trahison. De la destruction de tout ce que j'avais construit. Et tu gardes la maison. La maison est déjà à moi. Légalement. Ce serait un geste de bonne volonté. Bonne volonté. Voler ma maison et m'en proposer une autre, c'était de la bonne volonté. Marie, tu te souviens du poirier? Silence à l'autre bout du fil. Celui qu'on a planté ensemble quand tu avais 8 ans. Tu as demandé s'il resterait là pour toujours. Maman. Elena, je ne vois pas le rapport. Il a fructifié l'été dernier. Les poires les plus sucrées que j'ai jamais goûtées. J'en avais gardé quelques-unes pour toi, mais tu n'es jamais rentrée. J'étais occupée. Tu es toujours occupée. Trop occupée pour les poires, trop occupée pour la femme qui t'a élevée, trop occupée pour tout ce qui ne répond pas à tes besoins immédiats. Ce n'est pas juste. Juste? Marie, tu as volé ma maison. Tu m'as manipulée pour que je la cède, puis tu m'as mise à la porte le jour même. Et tu veux parler de juste? Encore un silence. Je n'ai rien volé. J'ai géré tes affaires de manière responsable. Cette maison était trop pour toi. Cette maison, c'était ma vie. Ce n'était qu'un immeuble. Juste un immeuble. L'endroit où je l'avais élevée, aimée, sacrifiée pour elle. Juste un immeuble? Marie, on se voit au tribunal. Attends. J'ai raccroché. Lise m'observait de l'autre côté de la pièce. Comment te sens-tu? Plus forte, ai-je dit, et je le pensais. Le 15 juin est arrivé, gris et frais, le genre de journée qui rend reconnaissante pour les pulls chauds et le café chaud. Le palais de justice d'Avignon était plus ancien que mes ennuis, ses murs de pierre ayant été témoins de décennies de drames humains, exprimés en langage juridique. Marie est arrivée avec son avocat, un homme en costume coûteux qui semblait avoir dévoré des avocats plus modestes au petit déjeuner. Elle portait du bleu marine, conservatrice et respectable. Le costume de quelqu'un qui n'a rien à cacher. Nous n'avons pas parlé. Qu'y avait-il à dire? La juge était une femme, la cinquantaine peut-être, dont le regard fatigué suggérait qu'elle avait vu trop de familles se détruire pour des questions d'argent et de biens.
Cette audience vise à déterminer si le transfert de propriété d'Elena Garcia à Marie Dubois a été effectué sous influence ou contrainte. Maître Rousseau, veuillez présenter votre dossier. Mon avocate s'est levée, a rangé ses papiers et a commencé à raconter mon histoire. Mais pas seulement la mienne. L'histoire de chaque personne âgée manipulée par des membres de sa famille en qui elle avait confiance. L'histoire de l'amour instrumentalisé et de la confiance trahie. Elle a appelé nos témoins. Madame Dubois a témoigné du comportement calculateur de Marie lors de sa visite. Monsieur Pascal a décrit l'intérêt suspect de Marie pour la valeur immobilière. Le notaire a expliqué son malaise face à la procédure précipitée. Le docteur Lambert a confirmé ma capacité mentale. Puis ce fut mon tour. Marcher jusqu'à la barre des témoins m'a donné l'impression de refaire le tour de ma vie. Chaque pas résonnait de souvenirs, de pertes, de la lente accumulation de courage nécessaire pour arriver jusqu'ici. Madame Garcia, veuillez informer le tribunal de votre relation avec l'accusé. L'accusé. Marie était devenue l'accusée de notre histoire d'amour. Alors je leur ai parlé. De l'accueil d'un orphelin de 7 ans. De 3 emplois pour nous acheter une maison. De tout sacrifier pour ses études, son avenir, ses rêves. Je leur ai parlé de la manipulation. De l'urgence soudaine. Des documents préparés. Des promesses rompues à peine l'encre sèche. Et qu'avez-vous ressenti lorsqu'elle vous a demandé de partir? Comme si j'étais en train de mourir, ai-je simplement dit. Comme si tout ce que j'avais aimé, construit ou cru n'avait plus de sens. L'avocat de Marie m'a contre-interrogé avec scepticisme professionnel. Madame Garcia, n'est-il pas vrai que vous êtes âgée et parfois distraite? Non. N'est-il pas vrai que l'entretien d'une maison devenait difficile pour vous? Pas plus difficile qu'il ne l'était depuis 40 ans. N'est-il pas vrai que vous avez accepté ce transfert de plein gré? J'ai accepté parce que je lui faisais confiance. Parce que je l'aimais. Parce que je croyais à ses promesses. Vous avez donc accepté. J'ai accepté de transférer la propriété tout en conservant le droit d'habiter ma maison. Elle a accepté cette condition. Elle a menti. Puis Marie a témoigné. Elle était posée, éloquente, convaincante. Elle parlait de son inquiétude pour mon bien-être, du fardeau que représentait l'entretien d'une maison vieillissante, des nécessités pratiques de la planification successorale. Elle n'a jamais mentionné l'amour. Pas une seule fois. Elle parlait de moi comme si j'étais un problème qu'elle avait résolu efficacement. Je pensais à notre avenir à tous les deux, a-t-elle dit. Le transfert nous a protégés tous les deux de complications potentielles. Des complications potentielles. Comme l'amour. Comme la loyauté. Comme la possibilité que les promesses soient tenues. Et quand tu as demandé à ta mère de quitter la maison? Le sang-froid de Marie se brisa légèrement. Ce n'était pas. Je ne l'ai pas mise à la porte. J'ai expliqué que la maison nécessitait des réparations importantes qui n'étaient pas viables financièrement. Je lui ai suggéré de trouver un logement plus adapté. Un logement plus adapté. Comme si j'étais une locataire dont le bail avait expiré. Lui as-tu laissé le temps de trouver ce logement? Je lui ai donné le week-end. Le week-end pour faire ses valises après 74 ans de vie? Elle n'en avait pas tant que ça. Elle n'avait pas grand-chose. Une vie de souvenirs, des photos, des biens, à la fois pratiques et précieux, elle n'avait pas grand-chose. Le juge a demandé une suspension d'audience. Dans le couloir, Lise m'a tenu la main pendant que nous attendions. Comment pensez-vous que ça se passe? Je pense, dis-je lentement, que la vérité a été dite. Ce que le juge en fait est hors de notre contrôle. Hors de notre contrôle. Comme l'amour. Comme la confiance. Comme le moment où les enfants deviennent des étrangers. Le tribunal a repris ses audiences à 14 heures. Le juge a examiné les preuves, pris en compte les témoignages, soupesé les revendications concurrentes d'obligations familiales et d'autonomie personnelle. Cette affaire porte sur l'intersection des relations familiales et du droit de propriété. Le tribunal doit déterminer si le transfert de propriété en question était légitime ou résultait d'une influence indue. Influence indue. Un langage juridique aussi clair pour une trahison humaine aussi désordonnée. Le tribunal estime que, bien que le transfert ait été effectué selon les procédures légales appropriées, les circonstances qui l'entourent suggèrent une coercition et une fausse déclaration. Coercition et fausse déclaration. Le visage de Marie devint blanc. Plus précisément, la défenderesse avait fait des promesses concernant le maintien de la résidence du demandeur, promesses qu'elle n'avait aucune intention de tenir. Elle a précipité la procédure judiciaire et n'a pas veillé à ce que le demandeur comprenne toutes les implications de sa décision. Elle n'a pas veillé à ce que le demandeur comprenne. Comme si j'étais une enfant qui avait besoin d'explications simples. Cependant, le tribunal ne peut pas annuler un transfert de propriété légalement exécuté sur la seule base d'une rupture ultérieure de promesses verbales. Impossible d'annuler. Mon cœur s'est serré. Mais le tribunal peut ordonner une indemnisation pour fausse déclaration frauduleuse et maltraitance financière envers une personne âgée. Indemnisation. L'espoir a repris vie. Le tribunal ordonne à la défenderesse de verser au demandeur une indemnisation égale à 50% de la valeur marchande actuelle du bien en question, déterminée par une évaluation indépendante.
50%. Pas ma maison, mais la justice. Reconnaissance. Le système juridique dit que ce qui m'est arrivé était mal. De plus, le défendeur est condamné à payer tous les frais de justice liés à cette affaire. Frais de justice. Marie paierait pour avoir le privilège de voir sa trahison révélée au tribunal. Le juge a poursuivi. Le tribunal note également que si les membres de la famille ont le droit de prendre des décisions financières, ils n'ont pas le droit de manipuler les membres vulnérables de la famille par la tromperie et de fausses promesses. Tromperie et fausses promesses. Le procès-verbal officiel montrerait que Marie avait menti, manipulé, trahi. Après le départ du juge, Marie s'est approchée de moi. Elena, Non. Ma voix était ferme. Définitive. Tu as eu ce que tu voulais. La maison. Paye simplement ce que tu dois et reste loin de moi. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. Alors tu n'aurais pas dû commencer. Elle avait soudain l'air plus âgée. Fatiguée. Comme si la victoire lui avait coûté plus cher que prévu. Pour ce que ça vaut, je suis désolée. Non, tu ne le es pas. Tu regrettes de t'être fait prendre. Il y a une différence. Lise et moi sommes sortis du tribunal sous le soleil de l'après-midi. Comment te sens-tu, grand-mère? Justifiée, dis-je. Et libre. Justifiée et libre. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer sans le poids de l'injustice qui pesait sur ma poitrine. Avec l'argent de l'indemnisation, j'ai loué un petit appartement en périphérie. 2 pièces, une minuscule cuisine, un balcon baigné de soleil matinal. Ce n'était pas la maison de la rue des Violettes. Ce ne serait jamais cette maison. Mais elle était à moi. Légalement, financièrement, émotionnellement, elle m'appartenait, d'une manière qui ne pouvait être ni volée, ni manipulée, ni cédée. Lise m'a aidé à emménager, portant des cartons de livres, de vêtements et les quelques biens que j'avais sauvés de mon ancienne vie. C'est parfait, grand-mère. C'est petit. Les choses parfaites le sont souvent. Les choses parfaites le sont souvent. J'ai mis la porcelaine de ma grand-mère dans le placard de la cuisine. J'ai accroché des photos au mur et planté des herbes aromatiques dans des pots sur le balcon. Lentement et prudemment, j'ai commencé à construire une nouvelle maison à partir des cendres de l'ancienne. Le centre communautaire où travaillait Lise proposait un groupe d'écriture pour les seniors. Tu devrais t'inscrire, suggéra-t-elle. Tu es déjà écrivain. Je ne suis pas écrivain. J'écris, c'est tout. Même chose. Le groupe se réunissait le mardi soir dans une pièce qui sentait le café et les vieux livres. 8 femmes, âgées de 60 à 85 ans, chacune chargée d'histoires à raconter. Marguerite avait survécu à la Seconde Guerre mondiale, enfant, à Marseille. Agnès avait élevé 6 enfants seuls. Claire avait échappé à un mariage violent après 30 ans. Et puis il y avait moi. La femme qui avait perdu sa maison à cause de la cupidité de sa fille, mais qui avait trouvé sa voie dans la riposte. La première fois que j'ai lu ce que j'avais écrit, mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le papier. Je m'appelle Elena, commençai-je. Voici comment j'ai appris la différence entre l'amour et la manipulation. Quand j'ai fini de lire, le silence régnait. Puis Agnès prit la parole. Comment as-tu trouvé le courage de te défendre au tribunal? Je ne l'ai pas trouvé, dis-je. Ma petite nièce me l'a donné. Parfois, le courage s'emprunte jusqu'à ce qu'on puisse le cultiver. Le groupe d'écriture est devenu mon sanctuaire. Un lieu où les histoires douloureuses se transformaient en récits de guérison. Où la survie devenait art, et l'art, émancipation. J'ai écrit sur Marie, sur la trahison, sur la maison que j'avais perdue et sur le foyer que j'avais trouvé. Mais j'ai aussi écrit sur d'autres sujets. Sur le goût de la première tomate de mon jardin sur balcon. Sur le rire de Lise emplissant mon petit appartement. Sur la façon dont la lumière du matin peignait mes murs d'or. J'ai écrit sur l'avenir que je construisais, un mot à la fois. 6 mois après le procès, Marie m'a écrit. Pas par l'intermédiaire d'avocat cette fois. Une lettre manuscrite livrée à ma nouvelle adresse. Chère Elena, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander ton attention ou ton pardon. Mais je veux que tu saches que je suis en thérapie depuis le procès. J'essaie de comprendre comment je suis devenue quelqu'un qui a pu blesser la personne qui m'aimait le plus. Le thérapeute dit que j'ai des problèmes d'attachement dus à un abandon dans l'enfance. Que j'ai passé ma vie à repousser les personnes trop proches de moi, par peur d'être à nouveau quittée. Ça n'excuse pas ce que je t'ai fait. Rien n'excuse ça. Mais ça l'explique peut-être. J'ai gâché la relation la plus importante de ma vie parce que j'avais peur que tu me quittes un jour. Alors je t'ai quitté en premier. Je sais qu'il est trop tard pour les excuses. Trop tard pour les explications. Mais je voulais que tu saches que t'avoir perdu a été le plus grand regret de ma vie. Si jamais tu décides de supporter ma présence pendant 1 heure, j'aimerais essayer de t'expliquer. Pas pour m'excuser. Juste pour t'expliquer. Le poirier redonne des fruits. Les poires sont sucrées. Marie. J'ai lu la lettre 3 fois. Colère. Tristesse. Perplexité.
Les émotions complexes qui naissent lorsque quelqu'un qui vous a blessé montre des signes de compréhension de son tort. Lise m'a trouvé assis à ma table de cuisine, la lettre étalée devant moi comme une preuve dans un procès sans fin. Qu'en penses-tu, grand-mère? Je pense, dis-je lentement, que comprendre pourquoi quelqu'un t'a blessé ne signifie pas que tu doives lui pardonner. Mais cela pourrait signifier que tu peux arrêter de le haïr. J'ai accepté de retrouver Marie dans un café près du marché. Un terrain neutre. Un espace public. Le genre d'endroit où les confrontations dramatiques sont découragées par les conventions sociales. Elle était déjà là quand je suis arrivée, assise à une table dans un coin, les mains serrées autour d'une tasse de café comme si c'était une encre. Elle paraissait plus vieille. Pas seulement les mois qui avaient passé, mais son âme. Comme si les conséquences l'avaient vieillie d'une manière que le temps n'aurait pas pu faire. Elena. Merci d'être venue. Je suis venue pour moi, pas pour toi. Je comprends. Nous sommes restés assis en silence pendant plusieurs minutes. Les bruits du café, conversation, vaisselle qui s'entrechoquait, sifflement de la machine à expresso emplissaient l'espace entre nous. Enfin, Marie prit la parole. J'ai vendu la maison. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Et toi? Je l'ai vendue. Le mois dernier. Je ne pouvais pas y vivre. Chaque pièce me rappelait ce que j'avais fait. Ce que j'avais détruit. Vendu. La maison où nous avions été une famille, où l'amour avait grandi dans des pièces peintes d'espoir et de rêves plantés dans la terre du jardin. Où habites-tu? Un appartement à Paris. Petit. Anonyme. Approprié. Approprié. Comme une pénitence. Pourquoi es-tu vraiment rentrée ce week-end-là, Marie? La vérité cette fois. Elle fixa sa tasse de café comme si elle contenait des réponses. Parce que j'étais endettée. De lourdes dettes. Carte de crédit, prêt, un style de vie que je ne pouvais pas me permettre, mais que je ne pouvais pas admettre. Dette. La maison était une question d'argent après tout. La maison était mon plan de secours. Vends-la, paie tout, recommence à zéro. Et moi? Tu étais un obstacle. Quelqu'un dont les besoins compliquaient ma solution. Un obstacle. Au moins, elle était honnête. Marie, tu te souviens quand tu avais 8 ans et que tu as cassé mon vase préféré? Elle leva les yeux, déconcertée par le changement de sujet. D'un ton vague. Tu jouais au ballon dans la maison, ce que tu savais ne pas devoir faire. Le ballon a heurté le vase, et il s'est brisé. D'accord. Tu aurais pu mentir. Accuser le chat, ou dire qu'il était tombé tout seul. Mais tu es venu me voir en pleurant, tu m'as raconté exactement ce qui s'était passé, tu as dit que tu étais désolée. Je ne vois pas. C'est là que j'ai su que tu étais vraiment ma fille. Non pas parce que tu n'avais jamais fait d'erreur, mais parce que tu avais dit la vérité. Les yeux de Marie se sont remplis de larmes. À un moment donné, tu as arrêté de dire la vérité. Même à toi-même. J'essaie de réapprendre à faire ça, dit Marie doucement. Dire la vérité. À mon thérapeute, à moi-même. C'est plus dur que je ne le pensais. Les vérités les plus dures le sont généralement. Elena, je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je sais que je ne peux pas gagner ton pardon. Mais je veux que tu saches que je me souviens du poirier. Je me souviens de tout. L'amour que tu m'as donné, les sacrifices que tu as faits, la façon dont tu ne m'as jamais fait sentir comme un fardeau. Tu ne l'as jamais fait sentir comme un fardeau. Marie, tu n'as jamais été un fardeau. Tu as été la plus grande joie de ma vie. Alors pourquoi l'ai-je gâché? Je ne sais pas. Tu trouveras peut-être la réponse en thérapie. On a parlé encore 1 heure. Pas de réconciliation, ça me semblait impossible, prématuré, peut-être inutile. Mais de compréhension. De la façon compliquée dont l'amour peut être transformé en arme et manié par des gens qui ne se rendent même pas compte qu'ils se disputent. Quand on s'est préparé à partir, Marie s'est levée la première. Elena, je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que tu as été une mère merveilleuse. La meilleure mère que j'aurais pu espérer. Mes échecs ne reflètent pas ton amour. Mes échecs ne reflètent pas ton amour. Les mots que j'avais besoin d'entendre sans savoir que j'en avais besoin. Marie? Oui? Prends soin de toi. Fais-toi aider. Réapprends à dire la vérité. Je le ferai. Et Marie? Ne me recontactez plus si tu n'as pas quelque chose d'important à me dire. Je me construis une nouvelle vie. Je ne peux pas continuer à regarder en arrière. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Au revoir, Elena. Au revoir, Marie. C'était il y a 8 mois. Aujourd'hui, je suis assise sur mon balcon et je regarde le soleil se coucher sur les toits de mon nouveau quartier. Mes herbes aromatiques fleurissent, basilic, thym et romarin qui embaument l'air du soir, annonçant de bons repas. Lise est dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle a emménagé il y a 3 mois, à l'expiration de son bail. Pourquoi payer 2 loyers, dit-elle, alors que nous aimons être ensemble? Nous aimons être ensemble? Des mots si simples pour un contentement si profond. Mon groupe d'écriture est devenu quelque chose de plus grand. Nous rassemblons nos histoires comme nous l'appelons, voix de la survie. Des femmes qui ont vécu la trahison,
l'abandon, la maltraitance et ont trouvé le moyen de transformer la douleur en sang. Mon histoire est la plus longue. La maison que l'amour a construite, je l'ai intitulée. Elle ne se termine pas par la trahison de Marie, mais par ma découverte que la maison n'est pas un endroit qu'on peut perdre. C'est un sentiment qu'on porte en soi, un choix qu'on fait, une vie qu'on construit jour après jour. Parfois, on me demande si je pardonne à Marie. Le pardon, j'ai appris, n'est pas un interrupteur qu'on appuie. Ce n'est pas une décision qu'on prend une fois pour toutes. Certains jours, j'éprouve de la compassion pour la femme blessée qui a détruit notre relation, car elle avait peur d'être détruite la première. D'autres jours, je ne ressens que de la tristesse pour l'amour gâché, la confiance trahie, la famille perdue. Ces deux sentiments sont vrais. Ils sont permis. Marie ne m'a pas contactée depuis ce jour au café. Lise me dit qu'elle suit toujours une thérapie, qu'elle essaie encore de se comprendre. La maison a été vendue à une jeune famille avec enfants. J'espère qu'ils y planteront des jardins, qu'ils se créeront des souvenirs et qu'ils apprendront ce que signifie être chez soi. Parfois, je passe devant l'ancien quartier. Non pas pour me torturer, mais pour me souvenir. Pour reconnaître la vie que j'y ai vécue, l'amour que j'y ai donné, la femme que j'étais là. Cette femme, celle qui a élevé une enfant orpheline et a tout sacrifié pour son bonheur, n'était ni naïve, ni stupide, ni faible. Elle était aimante. Et l'amour, même trahi, n'est jamais perdu. Le téléphone a sonné pendant que j'écrivais ceci. Lise a répondu. Grand-mère, c'est pour toi. Quelqu'un de l'éditeur intéressé par notre livre. Notre livre. Nos histoires. Notre refus de laisser la trahison avoir le dernier mot. Je me suis dirigée vers le téléphone, le dos droit, la voix forte. Bonjour, c'est Elena Garcia. Elena Garcia. Ni victime. Ni grand-mère. Ni femme abandonnée. Juste Elena Garcia, survivante, écrivaine, une femme qui a appris que les trahisons les plus profondes peuvent devenir le fondement de la reconstruction la plus solide. Ce soir, Lise et moi plantons des herbes aromatiques dans de grands pots pour le balcon. Ses mains sont jeunes et agiles, les miennes sont usées mais sûres. Ensemble, nous créons quelque chose qui nous nourrira, quelque chose qui grandira. Grand-mère, le grand jardin te manque-t-il parfois? Chaque jour, je dis. Mais il ne faut pas oublier qu'il manque quelque chose, ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas aimer ce qu'on a maintenant. Elle réfléchit à cela en tapotant la terre autour d'un plant de basilic. Penses-tu que maman ira un jour mieux? Je pense que Marie est sur son propre chemin. Qu'elle trouve sa voie ne me regarde plus. Et toi? Ça va? Ça va? J'ai 75 ans, je vis dans un 2 pièces avec ma petite nièce, je cultive des herbes aromatiques en pot plutôt que dans des jardins, j'écris des histoires qui ne seront peut-être jamais publiées, mais qui méritent d'être racontées. Ma fille m'a trahi de la plus profonde des manières. J'ai perdu le foyer que j'avais construit avec 40 ans d'amour et de travail. J'ai appris que la confiance, une fois brisée, laisse des cicatrices qui ne s'effacent jamais complètement. Mais j'ai aussi appris que le foyer est portable. Que la famille est autant un choix qu'un héritage. Que la justice est possible même lorsqu'elle arrive tard. Que les histoires racontées avec vérité ont le pouvoir de guérir aussi bien celui qui la raconte que celui qui l'écoute. J'ai appris qu'à 74 ans, on peut prendre un nouveau départ. Qu'à 75 ans, on peut encore grandir. Oui, je le dis à Lise, les mains enfoncées dans la terre qui nourrira les nouvelles pousses. Je crois que ça va aller. Le soleil se couche derrière nous, peignant notre petit balcon d'or. Dans l'obscurité grandissante, le parfum des herbes monte comme des prières, comme des promesses, comme le souffle d'une vie qui refuse de céder à la trahison. Quelque part dans cette ville, Marie vit sa propre histoire, mène ses propres batailles, apprend ses propres leçons sur l'amour, la vérité et le prix de la trahison. Je lui souhaite le meilleur. De loin. Avec des limites. Avec la sagesse durement acquise qu'aimer quelqu'un ne signifie pas accepter ses blessures comme les siennes. Mais surtout, je ne pense plus à Marie. Je pense surtout à demain. À la réunion du groupe d'écriture où je partagerai le dernier chapitre de cette histoire. Au jardin d'herbes aromatiques qui nous nourrira tout l'été. À propos du livre qui pourrait aider d'autres femmes à trouver leur voie après avoir été trahies. Je pense surtout à la vie que je construis, jour après jour, mot après mot, choix après choix. C'est une vie plus petite que celle que j'ai eue avant, mais elle m'appartient entièrement. Et c'est cela, en fin de compte, qui fait toute la différence. Cette histoire est dédiée à toutes les femmes trahies par ceux en qui elles avaient le plus confiance, et à l'amour féroce qui refuse de s'éteindre par la cruauté. Puissions-nous toutes trouver le courage de riposter, la sagesse de reconstruire et la grâce de transformer notre douleur en force. La famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, elle est une question de personnes qui se manifestent là où tout le monde disparaît. Parfois, elle est une question d'amour que nous choisissons de donner et de recevoir, indépendamment des documents légaux ou de notre patrimoine génétique commun. Un foyer n'est pas toujours une question de bâtiment. Parfois, il s'agit de l'espace que nous nous créons pour guérir, grandir, devenir la personne que nous sommes censés être. Et la justice n'est pas toujours une question de tribunaux et de juges.
Parfois, il s'agit de refuser de porter la honte de quelqu'un d'autre, de dire la vérité dans un monde qui préfère le silence, de transformer nos histoires de secrets en force. À chaque femme qui lit ceci, votre histoire compte. Votre douleur est légitime. Votre survie est sacrée. Et votre voix, lorsque vous trouvez le courage de l'utiliser, a le pouvoir de tout changer.